Bismillah. Quand Bob, Peter et Hannibal arrivèrent chez les Jameson avec la jument, ils aperçurent la vieille guimbarde de l'oncle Titus arrêtée au bout de l'allée de briques rouges. Mais ni la tante Mathilda ni Doris n'étaient en vue. Peter contempla les colonnes qui supportaient le toit de la véranda et hocha la tête. Ta tante aurait dû mettre une robe à corinoline pour venir ici, dit-il en riant. Hannibal sourit. C'est vrai que cette maison ressemble typiquement à une demeure coloniale de jadis. Comme elle est grande, dit Bob à son tour. Je me demande où conduire la jument. Peter tendit le doigt vers l'arrière de la propriété. Là-bas, il y a un pré clôturé. Allons-y, proposa Hannibal. Ils remontèrent l'allée et dépassèrent un patio d'allée qu'ombrageait une vigne vierge. Derrière la maison, l'allée de briques aboutissait à une cour. Juste à côté se trouvait l'enclos et plus loin un garage à 3 boxes. Par la porte ouverte de l'un de ces boxes, on pouvait apercevoir des courroies et des selles accrochées au mur. L'une des fenêtres de la maison s'ouvrit, et Marie, la bonne des Jameson, appela les 3 garçons. « Pourriez-vous, déceler Sterling, déposer la selle dans l'écurie et lâcher la jument dans l'enclos. Ensuite, venez vite. Mademoiselle Osborne veut vous voir. » Marie enferma la fenêtre et disparut. « Qui est Mademoiselle Osborne ?» s'enquit Bob. « La tante de Doris, » expliqua Hannibal. « Elle demeure ici en absence de Jamison. Si l'on en croit Mary, c'est une personne bizarre. » « Bizarre en quoi ? » Je ne sais pas au juste, mais Mary trouve son comportement plutôt étrange. Mais nous verrons bien par nous-mêmes puisque nous allons faire sa connaissance dans 5 minutes. Hannibal ôta la jument de sa selle légère, Bob ouvrit la barrière de l'enclos et Sterling ne se fait pas prier pour reprendre possession de l'herbe tendre de son domaine. Babal, qui était un garçon soigneux, accrocha selle et rênes à leur place, puis suivi de ses compagnons entra dans la maison par la porte de derrière. Après avoir traversé une cuisine spacieuse et ensoleillée, les jeunes visiteurs parvinrent à un vestibule central d'où s'élevait un grand escalier. Sur leur gauche s'ouvrait la salle à manger. Au passage, ils jetèrent un coup d'œil au fameux lustre de cristal. Et au-delà, au patio ombragé, sur leur droite se trouvait le salon, harmonie de verre et d'or. Un peu plus loin, une porte ouverte laissait entrevoir les rayonnages d'une bibliothèque. Doris Jameson était étendue sur le divan du salon, un coussin sous sa jambe blessée. À son côté se trouvait une femme d'une 40aine d'années, en robe longue de velours mauve, ornée d'un galant argent à l'encolure. Les cheveux étaient assortis à la robe, mauve également. « Tante Patricia, je risque de tacher de sang ce coussin. Maman ne me le pardonnerait pas. Je vais monter dans ma chambre et... » « Non, ma chérie, reste bien tranquillement allongée. N'oublie pas que tu es en état de choc. » Mademoiselle Osborne ne tourna pas la tête vers les garçons. Tandis qu'elle coupait avec soin la jambe du pantalon déchiré, ses mains tremblaient d'émotion. « Oh mon Dieu, murmurait-elle, ton genou saigne vraiment beaucoup. » Une vilaine coupure, opina la tante Mathilda, qui s'était confortablement installée dans un fauteuil. Mais on y survit d'habitude. Il me faudrait quelques toiles d'araignée. Des toiles d'araignée, répéta Mary, qui tenait une cuvette pleine d'eau. Bob et Peter se sentirent soudain mal à l'aise et regardèrent Hannibal. Celui-ci sourit. Oui, dit-il à Mary, des toiles d'araignée. Vous savez bien cette espèce de dentelle que les araignées ont coutume de tisser dans les coins. Mary prit un air outragé. Il n'y a pas une seule araignée dans cette maison, déclara-t-elle avec indignation. Je vaporise un insecticide tous les jours. C'est regrettable, soupira la dame en mauve. Eh bien, puisque l'on est ainsi, il ne vous reste plus qu'à m'apporter la petite boîte en or qui se trouve dans ma trousse d'urgence. La domestique sortit, et pour la première fois, mademoiselle Osborne parut remarquer la présence des 3 garçons. « Je vous remercie d'être venu au secours de ma nièce, dit-elle, mais rien ne serait arrivé si elle avait eu la précaution de porter son écharpe mauve. Le mauve est une couleur bénéfique. Vous savez, elle protège du mal. »« Bien sûr, » répliqua Hannibal. Mary revint avec une petite boîte dorée. « Voilà qui suffira, » annonça la tante de Doris. « Ça ne vaut pas les toiles d'araignée, évidemment, mais c'est bon tout de même. Je l'ai fabriqué moi-même. » Elle ouvrit la petite boîte et appliqua sur le genou de sa nièce une sorte de pommade transparente. « Je me demande si la médecine officielle approuverait, » murmura Doris d'un ton sarcastique. « Allons, ma chérie, cela va te soulager, sois-en sûre. Ce sont des herbes que je suis allé cueillir par une nuit sans lune. Regarde, le sang s'est déjà arrêté de couler. Pardonne-moi de te le faire remarquer, tante Pat, mais mon genou avait cessé de saigner avant que tu n'appliques ce truc-là. Et maintenant, faut-il commander un fauteuil d'infirme ?
Je crois qu'un bandage, commença mademoiselle Osborne, ne te dérange pas. Je sais me faire un pansement. Là-dessus, Doris se mit debout et se dirigea vers le vestibule. Elle passa devant les trois garçons comme s'ils étaient invisibles, mais arrivée au pied de l'escalier, elle fit une pause et se tourna vers eux. « Merci, dit-elle. Je veux dire merci d'avoir amené Sterling. » « Tout le plaisir a été pour nous, assura Peter, qui s'était tenu aussi loin que possible du cheval durant tout le trajet. Doris monta l'escalier et disparut. « Soyez certain que ma nièce vous est très reconnaissante, affirma mademoiselle Osborne gracieusement. Elle est encore sous le coup de l'émotion. Vous avez été très gentil pour elle, et, au fait, j'aimerais bien connaître vos noms. » La tante Mathilda se leva. « Je suis madame Titus Jones, et voici mon neveu Hannibal Jones. Ses amis s'appellent Peter Cranch et Bob Andy. » Mademoiselle Osborne tourna vers Hannibal ses yeux violets. « Hannibal Jones, par exemple, n'auriez-vous pas fait du cinéma étant petit ?» Elle ne se trompait pas. Autrefois, quand il n'était encore qu'un bébé dodu, Hannibal avait tourné dans plusieurs films. Cependant, comme sa carrière à l'écran en était restée à ce glorieux début, il préférait ne pas en parler. Le voyant rougir, Peter ricana. « Il a été le plus jeune acteur du monde, expliqua-t-il. N'empêche qu'il a fait partie du monde merveilleux du cinéma. » Soudain, le regard de mademoiselle Osborne dépassa Hannibal pour aller se fixer du côté de la fenêtre. « Tiens, voici Mr. Falser !» s'exclama-t-elle. La tante Mathilda et les garçons se retrouvèrent. Un taxi venait de s'arrêter dans la rue. Son passager, ayant mis pied à terre, était en train de régler le chauffeur. L'homme était vêtu de noir et son visage très pâle lui donnait un air maladif. Empoignant sa valise, elle s'engagea dans l'allée pavée de briques rouges qui conduisait à la maison. « Allons, murmura mademoiselle Osborne, avec un sourire satisfait. Elle s'est donc décidée à venir passer quelques jours ici. Je n'osais plus l'espérer. »« Nous allons prendre congé de vous, dit la tante Mathilda. D'ailleurs, il est temps de partir. » Avant que mademoiselle Osborne n'ait eu le temps de protester, elle fit signe aux trois garçons et les entraîna dehors. Elles croisèrent l'homme en noir. Une fois installés au volant de la voiture des Jones, la tante Mathilda demanda aux garçons « Voulez-vous que je vous conduise à vos vélos ? Vous devez avoir hâte d'aller nager. »« Non, merci, répondit Hannibal. Nous marcherons bien jusque-là, c'est si près. » La tante Mathilda referma la portière, puis, tout en mettant le moteur en route, hocha la tête. « Cette femme est vraiment bizarre, des toiles d'araignée sur une plaie. Je vous demande un peu. C'est un vieux remède contre les hémorragies, expliqua Hannibal, qui lisait énormément et savait quantité de choses curieuses. Ahurissant, jeta encore la tante Mathilda, avant de faire demi-tour et de s'éloigner. Peter se mit à rire. « Mary avait raison, dit-il. La tante de Doris Jamieson est vraiment bizarre. Elle est surtout incroyablement superstitieuse, rectifia Hannibal. » Puis, écartant les Jamieson de sa pensée, elle ne songea plus qu'à profiter de la balade à vélo et de la baignade dans les flots bleus du Pacifique. Ce fut seulement dans la soirée, alors qu'il venait de se coucher, que la maison des Jamieson et ses étranges occupantes lui revinrent en mémoire. Il revit la petite boîte d'or contenant une mystérieuse pommade, faite avec des herbes cueillies par une nuit sans lune, murmura-t-il. Il sourit et remonta le drap sous son menton. Elle s'apprêtait à fermer les yeux quand des coups sourds ébranlèrent la porte d'entrée. Une voix s'éleva dans la nuit. « Madame Jones, ouvrez-moi !» Hannibal bondit hors de son lit, enfila sa robe de chambre à la hâte et se précipita sur le palier. La tante Mathilda et l'oncle Titus avaient déjà descendu la moitié de l'escalier. Hannibal les suivit. Sa tante déverrouilla la porte. Mary, la domestique des Jamieson, apparut sur le seuil. Dans son empressement à entrer, elle trébucha et faillit s'étaler par terre. « Oh, Madame Jones !» murmura-t-elle en sanglotant presque. Hannibal remarqua qu'elle était en peignoir et chaussée de pantoufles. « Voyons, Mary, qu'y a-t-il » demanda la tante Mathilda. « Pouvez-vous me garder ici cette nuit ?» Se laissant tomber sur le siège le plus proche, Mary se mit à pleurer. « Expliquez-vous, ma pauvre Mary, que se passe-t-il ? C'est cette espèce de fredonnement. »« Quoi ?» s'écria la tante Mathilda ahurie. « Ce fredonnement » répéta Mary en se tordant les mains. « Là-bas, à la maison, il y a quelque chose qui fredonne. » D'un geste brusque, elle agrippa le bras de la tante Mathilda. « C'est horrible, absolument horrible, c'est un bruit qui n'est pas naturel. Pour rien au monde, je ne voudrais retourner là-bas. »